votre présence dans ce jeu-là devient parasitaire. Vous dérangez ceux qui peuvent bien faire. Je ne peux pas dire ça. La démocratie, il faut respecter. Je voudrais, pour le petit temps, je croyais que tu avais ton temps. Monsieur N'Djamène, Elie Milobe ne s'adressait pas à vous. Non, je n'ai pas dit que ça s'adresse à moi. C'est un débat public. Pourquoi vous réagissez dans... Je voudrais terminer comme j'ai commencé aujourd'hui en disant à nos compatriotes, maintenant, ceux qui votent le changement. Oui. Vous avez chuté les Nous avons choisi d'intégrer la coalition ATP, Alliance pour une transition pacifique. Cette transition regroupe une quinzaine de partis à peu près. Et vous aurez noté au passage qu'il y a eu des Fingons qui ont choisi, nonobstant leur signature, d'aller se comporter comme des taxis Yango, comme disait quelqu'un sur le plateau, pour aller offrir comme des mères porteuses, n'est-ce pas, leur offre politique à des candidats non signataires qui eux-mêmes au départ étaient dans notre coalition. Ça, c'est ce genre de comportement qui fait que si Biya pouvait vivre 200 ans, il sera 200 ans au pouvoir, malheureusement, avec ce type de comportement. Vous êtes en train de faire une coalition de RDPC qui va fuir la TP. Mais je dois fuir le mal. Je dois fuir le mal. Fuir la démocratie. Je fuis le mal. Je fuis la démocratie. Je fuis le désordre. Les élections primaires. Les ambitions inutiles. Alors que tu es incapable de nous donner le nom de ces partis. J'ai déjà donné j'ai déjà donné. Libre expression sur Info TV, le grand débat de la semaine, c'est tous les dimanches entre 11h30 et 14h, une affaire d'hommes politiques, d'experts de tous bords qui viennent ici pour dire ce qu'ils pensent et ils pensent ce qu'ils disent. Nous prenons la dernière ligne droite de ce programme et nous allons parler d'un aspect plus politique encore. Il s'agit de la présidentielle 2025 au Cameroun. Dans très exactement 12 mois, les Camerounais de tous bords iront élire leur président de la République. Ce matin, nous avons voulu choisir l'angle ayant trait à la candidature unique de l'opposition. Avez-vous l'impression que pour cette élection présidentielle 2025, il est fort probable que nous ayons un seul candidat de l'opposition face à la machine du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Et je recommence par le professeur Mathias Eriko Onangimi, professeur de l'élection présidentielle. C'est donc dans 12 mois, nous l'avons dit, une candidature unique de l'opposition peut-elle être possible? Une candidature unique de l'opposition peut-elle être possible? En théorie, oui, mais en pratique, il y a un certain nombre de contraintes pour y parvenir. Et pourquoi? On voit les différentes formations d'opposition engager des logiques de regroupement dans la perspective d'arriver éventuellement à une candidature unique de l'opposition. Mais on voit en même temps de sérieuses rigidités dans la manière d'envisager la méthodologie à mettre en œuvre pour y parvenir. Certains étant essentiellement intéressés par les questions de personnalité, qui serait la personnalité idoine, la personnalité idéale, d'autres étant intéressés par des questions de stratégie, comment mettre en œuvre une telle dynamique de coalition, d'autres encore étant intéressés par des questions de programmation idéologique et stratégique. Donc, au sein des différentes formations de l'opposition, on aborde la question de différentes manières. Ce qu'il faut indiquer, c'est que ce qui va rendre difficile une telle dynamique, c'est ceux qui font des cristallisations sur des personnes. C'est-à-dire, dès le départ, annoncent qu'ils sont pour une candidature unique de l'opposition, à condition que ce soit telle ou telle personnalité. Tout à fait. Ce qui est évidemment une manière plus ou moins subtile de tuer une dynamique d'unification, parce que là, on part dès le départ dans une logique de caporalisation et on part également dans une démarche qui exprime un certain manque de respect pour les partenaires éventuels. Parce que quand on veut construire une coalition, on discute d'abord parce que, évidemment, on n'a pas nécessairement la même manière de voir les problèmes, la même manière de voir la situation. On essaie de déterminer ce sur quoi on est d'accord
on voit également ce sur quoi on est en désaccord et on envisage de réduire le désaccord et de parvenir donc à un consensus sur les aspects organisationnels, parce qu'il n'est pas évident de mettre ensemble des organisations qui au départ étaient hétérogènes. Également, un consensus sur le programme. Quel programme pourrait-on ou devrait-on mettre en place pour essayer d'aller dans cette dynamique? Également, une programmation stratégique qui est complexe parce que c'est une question très sensible et il y a donc une gestion de l'information qu'il faut faire parce que certains des acteurs de la dynamique peuvent éventuellement vendre l'information aux groupes concurrents. Merci, professeur, pour ce regard. Abel Elimbi Lobé, le professeur l'a dit tout à l'heure avec ses mots. N'avez-vous pas l'impression depuis de longues années qu'à chaque fois, lorsque nous avons parlé des candidatures uniques de l'opposition, nous avons eu affaire à des problèmes qui faisaient à des personnes, à des leaders de certains partis de l'opposition et qui faisaient montre de trop grands égos. Et conséquence, il n'y a presque jamais eu une candidature, une véritable candidature unique de l'opposition. Pour 2025, est-ce que ces démons des égos essaiera de partir? Oui. Non, moi je ne parle pas de candidature unique de l'opposition. Pourquoi est-ce que vous allez interdire à quelqu'un qui a des tas de raisons personnelles d'être candidat, des intérêts personnels? Probablement parce que Elimbi Lobé, depuis que ces personnes qui ont des tas de raisons personnelles se sont présentées, le RDPC les a broyés. Mais que le RDPC les broie, il broie les adversaires, mais que leur candidature serve la cause du changement, elles n'ont pas servi la cause du changement. Je parle d'une candidature de large consensus. C'est différent de la candidature unique. La candidature de large consensus, c'est une candidature qui rassemble autour d'elle beaucoup d'acteurs politiques. Et parce qu'elle aura rassemblé beaucoup d'acteurs politiques, sa crédibilité va augmenter, de même que ses capacités logistiques à atteindre l'objectif qui est la victoire. Maintenant, à côté de cette candidature de large consensus, s'il y a des candidatures aventurières, des gens qui ont des partis politiques qui ne peuvent même pas investir, mais qui disent qu'ils seront candidats, des gens qui ont des partis politiques qui n'ont jamais été aux élections, des gens qui ont des partis politiques qui ont été aux élections, qui n'ont jamais rien gagné, qui se mettent ensemble et qui ne peuvent pas investir. Il y a tout un tas de choses. Je voudrais parler à notre peuple d'une manière générale. Parce que vous m'en donnez l'occasion et je vous remercie infiniment pour ça. Je voudrais dire à nos compatriotes qu'en 2018, voici le rapport général des élections. À la date du 26 octobre 2018, le fichier électoral des inscrits censés voter sur le territoire national comptait 6 600 192 électeurs. En 2018, à l'élection présidentielle. À la fin de la mise à jour des bureaux de vote, le 6 octobre 2018, veille du scrutin, le nombre de bureaux de vote créés par la Direction générale des élections s'élevait à 25 054 bureaux de vote. Je veux que tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui se rendent bien compte que l'élection présidentielle d'une manière particulière, mais l'élection d'une manière générale, c'est un grand travail. En 2020, c'est-à-dire 2 ans après l'élection législative, voici le rapport général. Les statistiques consécutives au toilettage du fichier électoral indiquent un effectif de départ à l'élection législative de 6 853 498 électeurs répartis dans 26 260 bureaux de vote.
l'année dernière, lorsque nous avons terminé l'année, après la cessation des inscriptions le 31 août 2023, à la fin de l'année, Elecam, après toilettage, a publié le fichier électoral à 7 361 875 électeurs. Elecam vient de boucler les élections et d'ici à décembre, on va nous publier le nouveau rapport. Nous allons atteindre certainement 8 millions, voire 8 millions et demi. Et ce qui nous amène à penser que on sera autour de 30 000 bureaux de vote en 2025. Alors, je dis tout ça. Ces statistiques, c'est pour nous amener à quel niveau? Pour nous amener à comprendre que si chacun est libre d'avoir des ambitions, chacun n'a pas les moyens d'affronter une élection présidentielle. Et dès que vous n'avez pas les bons moyens pour affronter l'élection présidentielle, votre présence dans ce jeu-là devient parasitaire. Vous dérangez ceux qui peuvent bien faire. Je ne peux pas dire ça. La démocratie, Donc, faut respecter. je voudrais, Pas pour prendre le le petit temps, jugement. je croyais que tu avais ton temps, non? Monsieur Nzamen, Elie Milobe ne s'adressait pas à vous. Prends des mots. Non, je n'ai pas dit que c'est récemment. C'est un débat public. Pourquoi vous réagissez dans... Je voudrais terminer comme j'ai commencé aujourd'hui en disant à nos compatriotes, maintenant, ceux qui votent le changement, Oui. Vous avez chuté Elie ceux Milobe. qui votent le changement, en leur disant que nous voulons le changement. Ça veut dire que nous considérons que la manière dont le pays est organisé et fonctionne n'est pas bonne. Nous devons aller vers quelque chose d'autre. Très bien. L'élection présidentielle est donc l'unique bonne, légale, légitime occasion. Ça veut dire que ne l'abordons pas n'importe comment. Premièrement, ne sous-estimons pas notre adversaire. Reconnaissons-lui les forces qu'il a. Deuxièmement, ne surestimons pas nos capacités. Reconnaissons réellement entre chacun de nous du fond de son cœur ses propres faiblesses. Et c'est parce que je suis de ceux qui disent que tous les partis d'opposition, aucun n'a la capacité à mettre 26 000 personnes dans les bureaux de vote, que j'ai conçu et je me bats depuis pour que les gens comprennent. Elie qu'il faut Milobe, se là, mettre à ça. il y a un aspect. Il faut se Vous mettre dites à qu'aucun ça. parti politique n'a cette capacité à avoir un représentant dans les plus Dans de 20... tous les- Sauf le RDPC, bien sûr. Oui, sauf le RDPC, oui. Oui, d'accord. Est-ce que Qui a le les fait moyens de de le l'État. dire Même pas. n'est pas une manière de faire comprendre que Elecam ne ferait plus normalement son travail? Non, je suis... Elecam est dans tous les bureaux de vote. Est-ce que ces partis politiques ont l'obligation à y être? Oui. Les partis, nous sommes... S'ils ne sont pas dans tous les bureaux de Je vote, réponds. ils ne peuvent pas gagner une élection. Je réponds, nous sommes faits nous-mêmes. C'est nous qui avons demandé l'organisation d'un système. Est-ce qui que vous voulait- répondez à ma Je suis en train de préoccupation? répondre à votre question. C'est nous-mêmes qui avons demandé l'organisation d'un système qui repose sur notre surveillance. Donc c'est nous qui avons voulu que... Si les Vous dites partis que le politiques, système est bon. Elie Milobe, si les partis politiques ne sont pas représentés au niveau des bureaux de vote pour surveiller, je prends ton expression, est-ce que ça crée un problème? Oui, parce que je réponds... Donc, Elecam ne peut donc pas assurer Bonne question. une certaine Bonne objectivité, bonne la question. bonne tenue des Bonne élections question. sur le plan de la transparence. Je réponds. Contexte politique. Je réponds. Si les partis politiques n'avaient pas été admis à la surveillance, ils auraient eu une réaction simple et nette, connue d'avance, qui est qu'ils allaient contester la sincérité du scrutin. C'est parce que nous avons dit, nous-mêmes les partis politiques, que nous n'allons accepter la sincérité du scrutin que si nous le surveillons. Que les lois ont évolué et nous ont permis d'avoir un système où, dans chaque commission locale de vote,
c'est-à-dire ceux qui travaillent dans le bureau de vote, nous devons avoir un représentant. C'est compris. C'est donc devenu notre devoir d'être organisé de manière à être représenté dans tous les... Laisse-moi terminer. Vous avez terminé. Nous avons combien de temps, Elimbi Lobé? Laisse-moi chuter sur cette question. Chutons rapidement. Combien de fois Je veux donc dire que le RDPC, avec 9000 conseillers municipaux, 9037, si chaque conseiller municipal du RDPC amène 4 personnes pour surveiller les bureaux de vote, du coup le RDPC a 9000 fois 4, c'est-à-dire 136 000 personnes. Non, je te fais grâce, ce n'est même pas une personne, c'est 5 personnes minimum Que dans un bureau de vote. Moi je prends 4. Donc minimum 150 000 personnes. Le parti d'opposition. Non, c'est notre organisation. Le parti d'opposition qui a le plus grand nombre de conseillers municipaux, c'est l'UNDP, avec 506 conseillers municipaux. Vous voyez combien de personnes chaque conseiller municipal de l'UNDP doit apporter pour couvrir à peu près 30 000 bureaux. J'avoue toujours, réellement, je ne comprends pas le sens de ces raisonnements. Tu vas finir par comprendre que le RDP s'amène 100 personnes au niveau des bureaux de vote. Ça change quoi dans le bulletin que l'électeur met dans l'urne? Tu vas comprendre. Je veux vraiment comprendre. Tu vas comprendre. Je suis encore sur l'importance des capacités logiques. On a compris. Non, on a compris, Elimbi Lobé. On passe la parole à Célestin Djamène. Alors, Célestin, permettez que vous posez une question. Oui. C'est mon rôle ici, auquel cas je ne serai plus payé. C'était le seul modérateur. Alors, Elimbi Lobé, Célestin Djamène, la candidature unique de l'opposition garantit-elle? Ou alors, est-ce que c'est un atout majeur pour renverser la machine RDPC? Tout dépend. Pendant qu'Elimbi parlait, j'ai pris quelques notes. Oui. Bon, d'abord, pour répondre à votre question, tout dépend de la fiabilité du candidat, de ce candidat unique. Le large consensus suffirait amplement. En 92, on a vu une coordination de partis politiques, je crois environ une quinzaine, soutenir le chairman, alors que lui-même ne faisait partie d'aucune coalition. On l'a soutenu. Mais en 92, pas fait ici, il y avait comme candidat Ekindi Jean-Jacques, Bello Bouba Maïgari, ni John Fundi, etc., etc. Il y avait au moins 4 grands ténors de l'opposition. Mais le large consensus se portait derrière un seul homme, le chairman. Donc tout dépend de la stabilité et de la fiabilité de ce candidat, entre guillemets, unique. Entre guillemets, unique. Maintenant, je voulais dire deux choses. D'abord, sur ce qu'a dit le professeur tout à l'heure, et ensuite sur la surveillance du vote. Le professeur a parlé comme s'il était un membre de l'ATP. Il a parlé de consensus programmatique. Il a parlé de caporalisation. Qu'est-ce qu'une coalition politique? C'est un cartel de partis politiques qui se mettent ensemble, unis par une plateforme programmatique. Ce qui prévaut, c'est d'abord la mise en place des idées. Or, certains fan clubs, comités de soutien, prétendument coalition, ont déjà fixé leur candidat, leur gourou. Ils ont proclamé Oubi et Tobi, leur gourou, voici notre candidat, et nous sommes une coalition. Il n'y a rien de plus mensonger. Une coalition, on se met autour d'une table, on discute, on trouve d'abord les idées, ensuite, en ce qui me concerne, moi, à part président de la PAM, nous avons choisi d'intégrer la coalition ATP, Alliance pour une transition pacifique. Cette transition regroupe une quinzaine de partis à peu près. Et vous aurez noté au passage qu'il y a eu des Fingons qui ont choisi, nonobstant leur signature, d'aller se comporter comme des taxis Yango, comme disait quelqu'un sur le plateau, pour aller offrir comme des mères porteuses, n'est-ce pas, leur offre politique à des candidats non signataires qui eux-mêmes au départ étaient dans notre coalition. Ça, c'est ce genre de comportement qui fait que si Biya pouvait vivre 200 ans, il sera 200 ans au pouvoir, malheureusement, avec ce type de comportement. Nous, à l'ATP,
Nous avons choisi de faire prévaloir d'abord les idées politiques. Nous l'avons incarné dans un document officiel, enfin, public, qu'on a appelé le manifeste pour une transition réformatrice. Il est là, il a fait l'objet d'une conférence de presse, ici encore à Yaoundé, auprès de vos collègues. Maintenant, la question qui se pose, c'est la question des moyens et donc de la surveillance des votes. La démocratie parfois ici a un coût. Si vous avez 25 000 bureaux de vote, prenons le cas actuel, 25 000 bureaux de vote. Moi j'étais superviseur à Daïdo à plusieurs reprises, en 2011 et en 2018. J'ai vu sur le terrain qu'un scrutateur, qu'il soit militant ou pas, il faut une indemnité journalière de moins de 3 000 francs pour les plus pauvres. 3 000 francs fois 25 000 bureaux de vote, ça fait déjà 75 millions de francs à dépenser pour un candidat ou une liste. Imaginez-vous, comme l'a dit M. Bidema, qu'on passe à combien 5 personnes, 5 scrutateurs par bureau. Ça sera tout simplement 25 000 bureaux de vote, 25 000 scrutateurs. Il faudrait 25 000 fois 3. Ça veut dire qu'on serait dans les 250 millions pour un seul parti pour surveiller le vote. Pourquoi je dis ça? Et les camps, en général, c'est les gens nommés par le pouvoir. Le système actuel est présidé par le président de la République, qui est en même temps président d'un parti en compétition. Ça veut dire que s'il n'y a pas de scrutin, je vais vous poser une autre question. Oui. Vous voulez faire comprendre à la face du monde ce dimanche que s'il n'y a pas ceux qui surveillent le vote au niveau des partis politiques, vous les appelez les scrutateurs, alors l'ECAM fera en sorte que le président de la République gagne ad vitam aeternam. C'est ça? ils ont été nommés. Ils tiennent Non, à vous leur... n'avez pas Non, dit ça. je réponds à votre question. S'il faut... Parce que moi, je vous nomme. Vous allez vous mettre dans la capacité Je vais vous et expliquer. l'objectivité de l'ECAM en doute. Et l'ECAM est... Donc l'ECAM est partial. Et l'ECAM est textuellement indépendant, mais textuellement seulement. En vérité, c'est un organisme qui est inféodé pour l'instant. Ils vont s'émanciper, c'est sûr. Ils sont inféodés pour l'instant au parti au pouvoir. Ils ne peuvent donc pas, s'il n'y a pas de scrutateur de l'opposition, rendre des PV fiables. Une petite anecdote. À Bali, en 2013, j'ai été élu conseil municipal. J'étais comme candidat SIF à la base de l'antenne électorale de Bali. Qu'est-ce que j'ai vu? La loi prévoit que les bulletins, les PV, doivent être mis dans une enveloppe hermétiquement fermée. Et l'article 113 dispose que seul le PV du président du bureau de vote fait foi. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive à l'antenne? Les présidents du bureau de vote, très souvent issus du RDPC, parce que c'est la réalité, n'ont pas fermé l'enveloppe hermétiquement. Ils sortent dans le PV de l'enveloppe, sortent l'effaceur liquide, le passent dessus, et mettent le chiffre qu'on leur a demandé, je l'ai dit, qu'on leur a demandé, et remettent ça à la dame qui est là. C'est ce PV-là qui fait foi, qui sera publié. Le Et truc, il n'y avait pas un scrutateur de l'opposition quand on faisait ça? j'étais le seul malheureusement. Et tu n'as plus rien fait, n'est-ce pas? Mais je me suis battu pour... Et ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Et ça faisait quoi? Elle est après le PV, D'accord. elle est comme après le PV, et là, enregistré tel quel. Les qui travaillent pour le RDPC, c'est ça? Ça veut dire qu'ils ne sont pas indépendants. Ils ne sont pas indépendants. On l'a démontré. Ça veut dire que si on ne veut pas financer, si on veut financer la démocratie, il faut que l'opposition ait un statut. Est-ce que vous voulez dire une autre préoccupation, Élie Lobé, à la face du monde, une fois de plus ce matin, que tant que... Oui, c'est Saint-Germain, merci. Tant que ces partis de l'opposition n'auront pas de scrutateurs dans tous les bureaux de vote du Cameroun, les partis de l'opposition au Cameroun ne vont jamais gagner. Ils ne vont jamais gagner. Très bien. Je vous le dis, parce que la DPC, c'est un enfant de cœur. Alors, on pose cette préoccupation à Pierre Blériot-Niémec. Si jamais il y a déjà une volonté que nous ayons un seul parti de l'opposition, donc candidature unique, quel devrait être le procédé de désignation de ce candidat? Alors, j'ai entendu entre les lignes des suggestions. Monsieur Limbilou a suggéré que le candidat de large consensus devrait avoir beaucoup d'argent. Je crois que c'est ce qu'il a suggéré. Monsieur N'Djamène est revenu sur l'argent. Il vous a dit 75 millions pour donner... Multiplié par 3. Oui, ça ferait 225 millions. Mais moi, pour parler d'abord des chiffres, je pense que si des opposants ne sont pas capables, pas par leur peau seulement, de mobiliser
2 à 3 milliards de francs pour une petite élection au Cameroun, c'est que qu'ils ont perdu toute crédibilité. Le peuple, tous les peuples sérieux accompagnent les oppositions. Je vais vous dire, Diomaye Faye et Sonko n'avaient rien d'important dans leur compte. Rien du tout. Mais parce que eux, ils étaient sérieux, le peuple les a accompagnés. Si notre opposition souffre de 75 millions, même multiplié par 3, c'est que c'est une opposition qu'il faut jeter. Il faut la balancer au dehors. Mais elle va davantage souffrir lorsque les mêmes membres de l'opposition peuvent venir sur un plateau, vous parler de l'ECAM et soutenir quand même le MINAT. Il y a eu une rien à voir. Oui, les gens verront ce qu'il y a derrière. C'est qu'en fait, ce que je dis toujours, c'est qu'on a déjà enrégimenté une bonne part de l'opposition. Moi, je ne pense pas à une candidature unique possible. Elle est impossible parce que... Et pourquoi? 60 à peu près des opposants camerounais sont une fabrication du régime en place, qui ont pour rôle d'être candidats pour grappiller les voix de l'opposition. Être dispersé. L'opposition. Oui. Et ainsi de suite, ils sont donc là. Même si vous leur promettez même que c'est eux qui seront le candidat unique, ils vont vous dire qu'il faut au moins 5 candidats. Ils savent, et le pouvoir travaille ainsi. Mais je suis d'accord qu'un candidat de large consensus pourrait faire l'affaire. Sauf que je n'ai pas les mêmes leviers que les autres. Moi, je ne pense pas à un candidat qui soit quelqu'un qui a beaucoup d'argent. D'ailleurs, je vous ai dit, le candidat de Limbilobe, je ne le soutiens pas. Je n'ai pas de candidat. Tu as un candidat? Non. Il veut un anglophone. Bon, Je veux un anglophone, mais je n'en ai pas. Je n'ai pas encore candidat de large consensus. Oui, je suis peut-être sensible à la question anglophone, mais je ne veux pas cristalliser sur l'anglophonie comme critère de désignation de ce candidat de large consensus. Tout à fait. Parce qu'on a de très mauvais anglophones. Exactement. On a aussi de très mauvais anglophones qui pourraient même exacerber les crises que vous pensez qu'ils pourraient résoudre là. Mais on a aussi de très bons anglophones. Combien d'anglophones sont capables parmi ceux que vous connaissez de rentrer? On a aussi de très bons anglophones. On a de très bons anglophones. Et je suis de ceux qui pensent que si on peut avoir un très bon anglophone, que nous penchions vers l'idée de l'anglophonie, non comme critère déterminant, mais comme l'un des critères majeurs. Très bien. Maintenant, enlever comme critère. Non, on ne peut pas l'enlever. Non, on ne peut pas parce que c'est une question substantielle. Non, enfin, ici, je voulais dire quelque chose par rapport au rôle de l'ECAM. Si l'ECAM ne peut pas jouer son rôle, l'opposition doit contester l'ECAM. Auquel cas, laisser l'ECAM jouer son rôle et nous assurer que l'ECAM fait son travail. On n'a pas besoin, et je l'ai démontré déjà par ailleurs, ce que Ndiamen et autres vous disent. Même si vous mettez 5 gars de l'opposition, entre guillemets de l'opposition, les Camerounais que je vois là, les gens qui m'insultent, des petits corrompus comme ça. Vous savez ce que le RDPC fait souvent aux scrutateurs de l'opposition? Non. Les scrutateurs de l'opposition arrivent, le matin ils sont de l'opposition, jusqu'à 11h. Dans l'après-midi, voilà les bidimans, ils sont déjà du RDPC. Parce que le RDPC vient avec 15 000. Vous lui avez donné 2 000. Dès qu'on lui donne 15 000, c'est lui qui efface les chiffres de l'opposition. Le gars du DPD. Donc, quand on a un peuple qui est comme ça, on ne peut pas s'attendre. Les vrais scrutateurs s'abandonnent eux-mêmes. Oui. Ils sont capables d'investir leur propre argent. Exact. Un scrutateur qui demande de l'argent pour aller surveiller, celui qui se fait payer, s'il est mieux payé, il change. Si moi, je dois surveiller le vote dans l'extrême nord, je me prépare à ne pas manger même pendant 3 jours, parce que je sais que le RDPC va couper tous les vivres dans la zone. Dès qu'on va savoir que je ne mange pas, je ne bois pas, je surveille seulement le foot. C'est comme ça. C'est ce sacrifice dont nous avons besoin. Lucien Bidima, non, je suis désolé, non. Lucien Bidima va prendre la parole. Lucien Bidima, vous qui êtes donc le RDPCiste, le seul sur ce plateau, je pense que de manière régulière, il y a eu une accusation lorsque nous avons, s'il vous plaît, Monsieur Ndiamen, nous sommes là, nous sommes très sérieux. Je suis en train de poser une question à M. Bidima. Donc, M. Bidima, le RDPC est accusé de toujours infiltrer l'opposition au moment de trouver déjà une candidature unique.
c'est une accusation gratuite ou alors quelque part, vous êtes d'accord que le RDPC, de temps en temps, fait dans des anti-jeux? Monsieur Pafa, ici, j'ai bien suivi les opposants sur le plateau. Vous avez ici 2 personnes qui sont connues au niveau de l'opposition, au niveau de la sphère politique. Est-ce qu'ils sont tombés d'accord? Ils sont tombés d'accord sur quoi, les deux? Sur la surveillance du vote. Sur rien, là. Si. Et pourquoi? Parce que je vais vous dire quelque chose, on accuse le RDPC pour rien. Nous sommes vraiment très organisés. Et j'ai toujours fait, j'aime Elibi Lobé quand il est sur les statistiques. Nous avons au Cameroun, je crois, 365 arrondissements. 360 arrondissements. Nous avons dans le RDPC 360 sections RDPC. Sections. Et 360 sous-préfets aussi. Hein. Écoutez, non, moi je ne viens pas dans les sous-préfets, laissez-moi faire les statistiques de notre propre parti. Et là-dedans, chacune des sections a minimalement 25 à 20 sous-sections. Comment? Et là-dedans, chacune des sous-sections a minimalement 10 à 15 comités de base. Vous trouvez les gens là-haut? Et là-dedans, non, je vous dis comment ils sont organisés, comment nous les trouvons où sont les Camerounais. Et là-dedans, les comités de base ont des cellules. Et quand vous pouvez vous imaginer que même dans votre propre maison, Niameg, nous avons un militant du RDPC. Non, dans ma maison, il n'y a aucun militant de votre parti. Je vous dis ce qui est là. Alors, ils ne te le disent pas. Non, ils ne te le disent pas. Même dans la pensée. Alors, voilà comment le RDPC est structuré. Conséquence. Si je prends les bureaux de vote qui sont chez nous le plus souvent dans les sous-sections, et quand notre sous-section a au moins 20 comités de base, et je vais vous dire, chaque sous-section a minimalement 15 membres dans le bureau OF, 15 membres dans le bureau OJ, 15 membres dans le bureau RDPC. 45 membres. Vous êtes fait vraiment nombreux, hein? Conséquence, moi j'ai toujours dit nous avons minimalement 2 millions de personnes qui dirigent notre parti au quotidien. Au moment où je vous parle, il y a minimalement 10 meetings politiques qui se passent quelque part au Cameroun pour le RDPC. Autorisé. Alors, mais quand vous venez avec un parti qui est capable même de trouver 115 millions, vous voyez un peu les élections, et vous l'avez dit, vous allez voir les élections aux États-Unis. Aux États-Unis, on parle en termes de milliards. Quand vous venez avec ceux-là, on n'infiltre personne. Parfois, ici, comment ça se passe? Ça se passe que quand ils envoient leurs scrutateurs, ils les envoient affamés. Quand nous venons peut-être également dire nous venons à midi. Lucien Midima, vous parlez là d'argent et vous moquez de l'opposition. Non, qui est d'ailleurs incapable d'avoir 75 millions. Vous savez quand même que lors des campagnes électorales, on voit comment le RDPC, entre autres méthodes, récolte souvent de l'argent. On dit, attendez, on dit, tel nombre, tel ministre, vous devez donner telle somme. Tel directeur général, vous devez donner telle somme. Tel recteur, vous devez donner telle somme. Tel directeur, vous devez donner telle somme. Ainsi de suite. C'est obligatoire. Est-ce que c'est pas normal que vous puissiez vous moquer de ça? Non, parce que justement, l'opposition, un parti politique, c'est un construit permanent. Ça ne se fait pas que dans le RDPC. Je vais vous dire, les partis politiques qui ont des élus, comme l'UNDP, font la même chose. Ils ne sont pas l'opposition. Ils sont de la majorité présidentielle. Il faut bien le préciser. L'UNDP n'est pas un parti d'opposition. Finalement, il y a un parti d'opposition. Ben, c'est ceux qui ne sont pas au gouvernement. Alors bon, nous avons notre... votre consultant a dit quelque chose. C'est l'engagement individuel. Quand je vais dans mon village, moi, Lucien Bidima, je n'ai pas besoin qu'on me donne de l'argent. J'ai cet engagement-là de faire triompher le président Paul Biya. Je ne demande rien à personne, je ne demande rien au ministre, au directeur. Je vais avec l'engagement personnel de faire triompher le président Paul Biya. Nous avons ça la loyauté, nous avons ça le travail, nous avons l'ambition, nous avons ça dans le RDPC, l'esprit combatif de faire triompher notre champion. Les autres n'en ont pas. Les autres, qu'est-ce qu'on remarque? Ils ont des problèmes d'ego. Ils ont un problème de personne. Tel est déjà d'office. Et ce n'est que tel qui peut être, ils ont des gourous à l'intérieur. Comment vous croyez
croyez que le peuple camerounais peut faire confiance à ces personnes? J'ai dit qu'au Cameroun, heureusement que M. Célestin vient de le dire, que si M. Paul Biya arrivait à faire 200 ans, il sera toujours président de la République. Et ça, je veux vous dire, que même après le président Paul Biya, le RDPC sera toujours au pouvoir parce que nous sommes un parti organisé. Alors, mais j'ai dit, aujourd'hui, on n'a pas besoin de voir, d'infiltrer l'opposition, parce que l'opposition même a les germes de la pourriture à l'intérieur de leur propre parti politique. Parce que là-bas, si aujourd'hui, je vais vous dire, et ça vous le faites, si on propose à M. N'Djamène, aujourd'hui Célestin, il faut qu'il nous dise devant les téléspectateurs que demain, au prochain remaniement, il est ministre des Finances, est-ce qu'il va refuser? Toi, tu te vas juste la ministre des Finances, pourquoi? Voilà. Si on lui donne la présidente de l'Afrique, faut il va. Voilà. C'est des gens qui n'ont pas un objectif. C'est quelque chose qui est vrai. C'est des gens qui n'ont pas un objectif pour le pays. Ils ont un objectif pour eux-mêmes. Et à partir de là, le RDPC continuera à être gouverné. Pourquoi? Parce que nous travaillons. Voilà. Nous sommes arrivés presque au terme de ce programme à Limbi Lobé. Oui, mais en télévision, on respecte l'heure. 30 secondes. Merci. Merci. Vraiment, ce sera 30. Nous te suivrons tous. Nous sommes au terme de ce programme. Pour dire que nous ne faisons que commencer et je vous remercie pour la polarisation de nos émissions dorénavant sur cette question. Ce qui n'a pas pu être dit aujourd'hui le sera à l'avenir. J'ajoute que vous avez écouté N'Djamène. Lui-même construit tout son raisonnement sur l'idée que Elekam joue contre nous. Donc nous devons surveiller Elekam. Oui. Et parce que nous devons surveiller Elekam, nous devons donc être capables de mettre les moyens nécessaires pour le surveiller. Bien sûr. Vous avez donc suivi N'Djamène, mais vous avez aussi suivi Blaireau, qui tous les deux ont montré que l'élection n'est donc pas une simple question de discours à la télévision. C'est une question de moyens. Personne n'a dit ça. Et parce que c'est une grosse question de moyens, les ambitions doivent être sérieux. Ceux qui se lèvent pour prétendre qu'ils sont assis ensemble, ils ont fait les contrats, ils ont fait les trucs. On a le droit de se lever, Limbi Lobé. On a le droit de se lever et pas avoir les conditions. Quand je vais te demander, tu vas te Tu vas demander que si ton enfant. Laisse-moi donc, on va donner la parole. Qui a la parole? Le droit de pas des gens. Qui a la parole? Le droit de personnes ici. On a le droit d'avoir des ambitions dans un pays. Pourquoi ça soit parce que la VPC est tout puissant? C'est pas se résigner? Non! L'ATP fera des primaires ouvertes, digitales dans ce pays. Et les télévisions sont déjà sur le pied d'œuvre pour accueillir les grands débats qui vont précéder ces élections primaires ouvertes. Je peux en parler, mais on ne renonce à rien. Je peux parler maintenant? Tu as toujours parlé. Merci beaucoup. Hein. Que ce soit la dernière fois que tu m'interromps. Non, mais Michel me l'a fini. Parce que je ce type de comportement est symptomatique des gens qui ont pour fonction quand tu interromps les gens et d'empêcher l'opposition d'arriver à quelque chose. Nous allons dire merci au professeur Mathias Eric Owenangidi. Parce que je suis en train de parler, tu m'interromps parce que tu veux faire la propagande. Que tu faut s'asseoir. Qui dans le respect dans vos 15 partis, qui peut payer 30 millions de en train de faire une coalition de c'est le RDPC qui va tu as fui la TP. Mais je dois fuir le mal. Je dois fuir le mal. Je fuis la démocratie. Je fuis le mal. Je fuis la démocratie. Je fuis le désordre. Je fuis les incompétences. Les élections primaires. Je fuis les ambitions inutiles. Alors que tu es incapable de nous donner le nom de ces partis. J'ai déjà donné. J'ai déjà donné. Ton parti qui sont la coalition. Donne-nous le nom d'un parti là de investir. Lequel d'entre vous peut investir? Limbi Lobé. Oui, vous Monsieur N'Djamène. vous peut investir. Lequel? Je vous assure, vous ne respectez pas les téléspectateurs. S'il vous plaît, Limbi Lobé. Comment tu participes à la construction? Limbi Lobé. S'il vous plaît. J'ai l'obligation d'être avec des gens incapables de réaliser
je peux conclure. Mais je suis très content d'avoir des invités parce que toi... Je risquerai de censurer, hein. S'il vous plaît. Elimbi Lobé, Jamen, je risquerai de censurer. Est-ce que je peux conclure? Elimbi Lobé, je peux conclure? Je peux conclure cette émission? Voilà donc. Je pense que je vais commencer à censurer les invités sur ce plateau, hein, parce que là, vous ne respectez ni les téléspectateurs, ni le modérateur, ni la chaîne de télévision. Non, s'il vous plaît, c'est terminé. C'est terminé, Elimbi Lobé. Elimbi Lobé, c'est terminé. Vous allez faire ça après l'émission. Si vous voulez, vous allez bagarrer. Donc, je dis merci à mon invité permanent, le professeur Mathias Eric Owonangini. Merci à Lucien Vraiment, c'est un honneur. Les Camerounais merci également à mon consultant Pierre Blériot-Niemek. Vous aurez votre rediffusion ce soir à partir de 21h, tout en vous souhaitant une excellente fin de semaine. Une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?